Non, on repoussait, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que comme on travaillait toujours sur plusieurs émissions en même temps, voilà, on a reculé. Ah, c'est un moment important de l'histoire du cinéma, à mon avis. Parce que c'est important, parce que c'est le moment, pour moi, Antonioni représente le moment où le cinéma découvre que son personnage principal, c'est le temps. Voilà. Et notamment avec le film qui a fait scandale, parce que à Cannes, c'est l'Aventura. Et il a fait scandale parce que le temps, c'est quelque chose d'insupportable. On ne peut pas regarder le temps en face. Et je pense que Antonioni, il a brisé quelque chose, il a touché à quelque chose. Et depuis, d'ailleurs, on est toujours devant le même problème. Comment filmer le temps? Il a découvert ça, hein, que son personnage... Et il n'a pas découvert du premier coup. Hein, il a fait des courts-métrages, etc. Et je me souviens, à Cannes, ça a été... la présence de l'Aventura à Cannes, ça a été une sorte de scandale. Une sorte de scandale. Les gens sortaient de la salle. Parce qu'ils ne comprenaient pas le film ou parce que justement... Oui, ils ne comprenaient pas ou sans les ennuyer. Dès qu'on touche au temps, on touche à l'ennui aussi. Et donc, voilà, surtout au cinéma, il ne faut pas toucher à l'ennui. Ça peut être aussi autre chose. Comment? Le temps, c'est aussi la contemplation. Le cinéma japonais. Oui, oui, si on veut, oui. Oui, pas forcément la contemplation, ça peut être la contemplation de rien du tout, du vide. Mais moi, c'est pas le film que je préfère. Ça, c'est le film que préfèrent les non-antononiens. Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Il faut expliquer là. Non, parce que l'histoire est très forte, il y a quand même quelque chose de très fort. L'histoire, elle se dilue pas comme dans l'Aventura. Les gens aiment bien avoir une histoire, voir les contours de l'histoire, etc. Mais ils n'aiment pas qu'il y ait un récit qui se dilue, on ne sait pas où il va. Non, le temps, c'est vraiment quelque chose qui dilue tout, qui s'attaque à tout, et donc qui est quelque chose d'insupportable. Voilà, j'ai fait un petit film là, avec lui sur la dernière séquence où il analyse, à la table de montage, il analyse cette dernière séquence et comment, l'espèce de tour de prestidigitation qu'il y a à la fin du film, comment le personnage traverse une grille, etc. Il explique ça, voilà. Et c'est bien qu'il explique ça, parce qu'il démontre que c'est pas ça le film. Que simplement ça, c'est un moyen, et qui peut très bien expliquer, sans porter atteinte au film. Mais la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Cannes, au moment de l'Aventura. Au moment de l'Aventura, il y avait un tel scandale, etc. Il était avec, comment elle s'appelle, sa femme à l'époque. Comment elle s'appelle, qui joue dans l'Aventura. Et après la projection, ils sont allés se cacher dans la banlieue de Cannes, tellement c'était violent, quoi. Et je
me rappelle, on a fait une sorte de pétition en faveur du film. Tous les gens qui défendaient le film ont signé cette pétition. Et la Nouvelle Vague n'aimait pas Antonioni, personne n'aimait Antonioni. Au Cahier du cinéma, personne n'aimait. Non seulement personne n'aimait, mais les gens étaient contre. Truffaut, Godard, tout ça, Romer, ils n'aimaient pas Antonioni. Parce que c'était un cinéma anti-cinéma américain d'une certaine façon. Or, au Cahier du cinéma, à cette époque-là, on défendait d'abord le cinéma américain. Mais Antonioni, c'était quelque chose tout à fait singulier. Et voilà. Il y a beaucoup d'imitateurs d'Antonioni, mais ils n'imitent pas enfin, ils imitent de l'extérieur, ils n'imitent pas en profondeur ce que représente le cinéma d'Antonioni. C'est-à-dire une réflexion sur le temps, sur l'absence, sur le silence, sur toutes ces valeurs réputées négatives par rapport aux valeurs du cinéma américain. C'est le bruit, la fureur, le contraire. Vous avez parlé de l'éclipse et du crime. Ah mais non, mais si on demande aux gens les films qu'ils préfèrent, ils disent pas l'Aventura, ils disent, comme Godard, il va dire Le Désert Rouge. Moi je trouve que c'est un des moins intéressants d'Antonioni, Le Désert Rouge. Où les plans s'annoncent eux-mêmes, on sait. Enfin, moi, spectateur, je marche au-devant du film, dans Le Désert Rouge. J'ai pas de surprise. Alors, pour Antonioni, c'est peut-être le comble d'avoir fait un film prévisible, justement. Oui, c'est ça. Il y avait un côté d'aller vers des extrêmes. Et des extrêmes qui sont pas les extrêmes que recherche le cinéma classique, quoi, que le cinéma américain, par exemple. Toujours plus rapide, ou toujours plus ceci, cela, etc. Non, lui, les moyens qu'il utilise sont très simples. Même s'il y a des trucs compliqués comme dans Profession Reporter, justement. Mais son cinéma est très simple. C'est un cinéma qui joue beaucoup sur l'intuition, la sensibilité, la durée des plans, des choses comme ça qui sont... Donc c'est difficile de parler en termes techniques parce qu'il n'y a rien. Oui. Oui, il fait faire une expérience au spectateur au-delà du film lui-même. Parce que souvent, il y a beaucoup de films, de grands films, qui font faire au spectateur l'expérience du cinéma. Mais lui, c'est pas l'expérience du cinéma. C'est l'expérience existentielle et qui se sert du cinéma. Mais si le cinéma n'avait pas existé, il aurait fait de la peinture. Tu vas bien? C'est quoi, c'est là? Allô? Les éditions Capricci nous ont contactés pour nous demander de présenter vos films à l'occasion de la sortie du DVD Caroline Carlson au travail. Nous allons donc diffuser Solo 1984, 52 minutes, et Improvisation avec Michel Portal, 1993, 50 minutes.
le lundi 18 janvier en cinéma 2. Ça, c'est à Pompidou, à 20h. Le premier a été tourné en 83 à Venise. Le second, à l'occasion de la reprise du même ballet, mais avec un autre interprète, 25 ans après. Caroline nous a contactés, m'a contacté, et on a retourné. Donc il y a déjà eu 2 films. Et entre les deux, on avait filmé des répétitions au Théâtre de la Ville d'un ballet qu'elle préparait avec Michel Portal. Donc voilà, le DVD est composé de ces 3 éléments pris dans une fourchette de 25 années, quoi. Je ne les ai pas revus pour la réédition, non, je les connais par cœur, mes images. Mais je les ai revus à d'autres occasions, lorsqu'il y a des projections où je suis invité, et quand j'ai le temps, j'y vais volontiers. Oui. De la danse, d'une façon générale, et Caroline en particulier, j'ai l'impression que c'est ce qui s'oppose le plus au monde normal. Là, par exemple, là, on parle, c'est ce que j'appelle le monde normal. S'il y a des comédiens, ça fait déjà une différence, puisque c'est un monde joué. Mais la plus grande différence, à mon avis, c'est quand le monde est dansé. Parce que tout le monde bouge. Les comédiens, ils évoluent dans le monde où je vis. Ils ne créent pas un monde à eux, ou rarement. La danse, elle crée un univers complètement différent d'une autre. Et c'est ce que j'aime. Et avec Caroline, la connaissant en dehors des moments où elle danse, je perçois très bien le passage. Disons, c'est comme le passage de la prose à la poésie. Voilà, c'est un peu ça qui se passe. Et chez elle, il y a une sorte de naturel dans ce passage. Elle transmet, elle transmet son savoir, elle transmet ce qu'elle jouait 25 ans auparavant, elle le transmet, mais elle ne le transmet pas à une femme, elle le transmet à un homme. Donc la transformation est énorme. Elle fait d'un homme l'interprète d'un solo qui appartient à une femme. Et c'est ça que j'ai filmé, et c'est vraiment extraordinaire, le passage, comment elle transmet. Voilà, c'est un film sur la transmission. Comment elle transmet quelque chose qu'elle portait en elle, dont elle était à la fois l'auteur et l'interprète, et elle le transmet à un homme. Et là, on assiste visuellement à la transformation. On voit un homme se transformer en femme par la danse. Ah ben oui, pour moi c'est un film comme un autre, quoi. Je veux dire, c'est comme si je faisais une fiction. Et voilà, c'est une fiction dont Caroline m'apporte les différents éléments. Et alors, il s'agit aussi de les agencer. Il s'agit il y a, par rapport à sa chorégraphie, il y a une mise en scène qui interprète cette chorégraphie elle-même. La chorégraphie, qui est déjà une mise en scène, la chorégraphie est attrapée par une autre mise en scène. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant lorsqu'on filme la danse, c'est d'être conscient de ça, conscient de ce que la caméra fait arriver à ce qu'elle filme. Ça vient pas comme ça tout seul. La caméra, il faut la mettre quelque part. Et le fait de mettre la caméra ici plutôt que là, ça influence ce qui est filmé. Oui, mais dans le cas de ce film-là, le premier film, Caroline travaillant à la Fenice, qui est au cœur de Venise, il fallait que Venise soit présente. J'en étais conscient en partant tourner, je me souviens, et en même temps j'avais peur de ça, parce que je me disais,
c'est l'horreur de filmer Venise, parce qu'on met la caméra n'importe comment, c'est toujours beau. Venise, c'est toujours beau, on ne peut pas y échapper. Donc mon problème, ça a été de détruire Venise. Et pour qu'elle résiste au filmage. Et alors c'est là où j'ai eu l'idée de filmer les plans dans Venise avec une petite caméra Super 8 à 6 ou 7 images secondes, ce qui donne un effet de stroboscopie, comme ça, des images qui sont comme ça, et avec une caméra que je ne visais pas avec la caméra. Pour moi, c'était une arme de poing. J'arrosais Venise, boum, 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 boum. Et donc, ça donne ces images de Venise complètement stroboscopiques. Et ça m'intéressait beaucoup, parce que je détruisais Venise, mais néanmoins, Venise est tellement forte qu'elle arrivait à passer au travers. Et en même temps, ça opposait ces plans dans Venise aux images du ballet lui-même, qui étaient des images filmées calmement, bien cadrées, voilà. Il y a une habitude à la télévision, c'est d'approcher tel événement avec l'intermédiaire d'un journaliste. Comme si la caméra ne pouvait pas atteindre la réalité directement. Il y a toujours, entre la caméra et la réalité, un journaliste qui fait comme si la réalité avait besoin d'être interprétée avant d'arriver à la caméra. Voilà. Alors donc, moi, je me suis débarrassé de ça, il n'y a pas de journaliste. Et voilà, mais ça m'est arrivé souvent, ça. Je me rappelle, un jour, je filmais depuis plusieurs heures le lieu de réception chez Scorsese à New York. Et à un moment donné, Scorsese est arrivé et il me dit, mais tu me filmes ça, tu ne me poses pas de questions? Ben, je lui dis non, écoute, il y a un micro, il y a une caméra, si tu as quelque chose à dire, tu le dis. Et il a été un peu sidéré, il était tellement habitué à être interviewé, quoi. Et dès le lendemain, on filmait dans sa salle de montage, et il travaillait avec sa monteuse, et à un moment donné, il parle toujours en travaillant au montage, et à un moment donné, il nous a pris à témoin, il a pris la caméra à témoin. Et jusqu'à la fin du film, on n'a pas échangé un mot. Et il a pris les choses en main, et il a parlé, voilà, sans qu'on le sollicite, en quelque sorte. Et ça, j'aime beaucoup ça. J'ai essayé ça avec Moretti, mais ça n'a pas marché. Trop narcissique. Préparation d'un ballet comme Solo, c'était vraiment énorme. Elle avait du matin au soir, et sur tous les terrains, elle était obligée de se battre sur tous les terrains, parce qu'elle assurait la chorégraphie, la mise en scène, elle intervenait sur tous les aspects du ballet. Et donc, je voulais pas... Donc, j'essayais d'être invisible. Mais même si j'arrivais à mettre la caméra à 30 cm de son visage, de façon il faut faire ça, mais sans la gêner. Et ça, elle a compris, et puis ça lui plaisait, ça. Voilà, cette façon de ne pas être assailli de questions, quoi. Voilà. Elle était libre, et moi j'étais libre. C'était deux libertés qui se rencontraient. À plusieurs moments dans le film, on l'entend parler, et vous adressez la parole quand même. Oui, oui. Hein? Oui, oui, c'est normal. Si elle ne m'avait pas adressé à la parole, ça voudrait dire qu'elle faisait une exception pour la caméra, quoi. Non, la caméra faisait partie, à ce moment-là, de son environnement. Donc elle communiquait. Oui, mais ça, on y pense. Enfin, moi, j'y pense. Je pense beaucoup... Enfin, quand je filme, je ne suis pas sans mémoire. Je suis quelqu'un qui connaît l'histoire du cinéma, qui connaît pas mal de films, et que je vois bien, lorsque je fais quelque chose, si ça a été fait 50 fois, ou bien si c'est inédit, quoi. On le sent, ça. Et d'où
les jeux plus ou moins sont visibles, tout un jeu de citations qu'il y a à l'intérieur de mes films. En tout cas, ce que je sais, moi, c'est que je trouve que les coffrets DVD, ça permet... Moi, je ne suis pas un fou, hein, je regarde rarement d'ailleurs les DVD, mais j'aime bien l'idée que ça existe, parce que c'est pour pallier à ce que ne fait pas la télévision. Je veux dire, quand on a fait cette collection cinéaste de notre temps, quand on a fait ces films sur la danse, quand j'ai fait les films sur les écrivains, je ne les ai pas faits pour égayer une soirée. C'est tout, je les ai faits pour qu'on puisse les voir, les revoir si on a envie, voilà. Or, la télévision, qui pourrait se permettre ça, ne le fait pas. Ne le fait pas. Le cinéma de notre temps, pendant des années, Arte a produit la collection cinéma de notre temps, elle ne l'a jamais repassé, par exemple. Elle n'a jamais passé 2 fois un film, elle n'a pas saisi les occasions non plus. C'est vraiment, de la part des chaînes, c'est vraiment nul. Donc, il ne faut pas compter là-dessus. On fait ces films, et ensuite, aujourd'hui, pour les rendre accessibles, il y a le DVD, je trouve ça formidable. D'ailleurs, j'envisage de faire des DVD sur les films que j'ai faits sur la peinture, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'au début, le premier... Quand j'ai mis le doigt dans cet appareil, dans la télévision, c'était avec des émissions sur le cinéma et pour la collection de cinéastes de notre temps où on filmait les grands cinéastes. Et derrière la tête, j'avais comme l'idée que j'écrivais avec des images une histoire du cinéma, mais comme un puzzle, construite comme un puzzle. Un jour, on rencontrait Renoir, une autre fois, on rencontrait un tel, etc. Et après, il suffirait de les mettre en ordre pour avoir une histoire par l'image, une histoire du cinéma. Puis après, cette idée m'a abandonné et aujourd'hui, je la trouve carrément stupide parce que je ne crois pas du tout qu'il puisse y avoir une histoire du cinéma. Voilà, déjà, c'est le premier point. Et pour le reste, c'est exactement la même chose. Par exemple, les films qui sont dans le coffret concernant la danse sont chacun autonomes. Ils ne dépendent pas l'un de l'autre, ils ne se renvoient pas l'un à l'autre. Ils ne font pas état de la même méthode d'approche, par exemple, du sujet. En effet, on ne filme pas de la même façon Sylvie Guilhem et Patrick Dupont ou Amagatsu. Ça, c'est impossible. De la même façon qu'un chasseur, il ne s'y prend pas de la même façon pour tuer un lièvre ou pour tuer un lion. Bon, voilà, on attrape comme on veut. Il faut des méthodes différentes pour des objets différents. Et ça, je tiens beaucoup à ça, et je ne crois pas du tout aux gens qui disent « Ah, moi j'ai une méthode, j'ai une règle, j'ai un ensemble de lois qui font que j'approche de telle façon mes objets, etc. » Non, ça, je ne crois pas du tout. Tout n'est comme la poésie selon Goethe. La poésie est un art de circonstances, et bien je crois que tout est circonstance. Voilà, dès qu'on approche quelque chose avec une caméra, eh bien, les circonstances font, c'est elles qui vont fabriquer du style. Même le cinéma, lorsque j'aborde le cinéma dans les films, je l'aborde de l'extérieur, comme si j'étais pas cinéaste. D'ailleurs, je ne le suis pas. Et de la même façon pour la danse. Je ne sais pas si, étant danseur ou chorégraphe, j'aurais pu faire ces films. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut partir Ce qui est intéressant, c'est de partir d'une ignorance fondamentale. On ignore tout, et l'acte de filmer, c'est une façon de prendre connaissance et d'apprendre. Voilà. J'ai pas envie de filmer quelque chose que je connais. J'ai pas envie d'exposer quelque chose que je sais déjà. Voilà, il y a des gens, ils passent leur temps, il suffit d'écouter la radio ou la télévision, à ressortir tout ce qu'ils savent. Voilà, alors c'est des vrais bottins, c'est des vrais... Non, moi j'aime bien les gens qui sont en face de moi et qui doutent, qui savent pas, qui savent peut-être, mais qui savent pas.
qu'ils savent pas qu'ils savent, en quelque sorte. Et ça, j'aime beaucoup ça. J'aime bien les gens les saisir au point où ils se cherchent eux-mêmes, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à connaître les autres. C'est dans ce mouvement-là que le cinéma existe pour moi. Oui, exactement. Moi, j'ai fait aussi des films sur la peinture. Je compte faire aussi un coffret, un film sur la peinture, parce qu'on ne veut pas les passer. J'ai fait un film sur Kandinsky, il y a déjà, je ne sais pas combien d'années. Pour TF1, c'était formidable, parce qu'ils l'ont passé 50 fois dans l'année. Ils l'ont passé à 3h du matin, entre un film sur la pêche et un film sur je sais trop quoi. Et c'était formidable. Il y avait toujours quelqu'un qui disait, en rentrant chez moi à 4h du matin, j'ouvre la télé, je tombe sur ton Kandinsky, formidable, etc. Ça, j'aimais beaucoup, cette façon de diffuser un peu des choses qu'on a faites. Mais ça, à mon avis, ça n'existe plus. Et bon, ces films sur la peinture, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait Kandinsky, Tapies, Lichtenstein, Rauschenberg, tout ça, je vais tâcher de les réunir. C'est la même chose que pour les films sur la danse. Même si je connaissais, comme on dit, ces peintres avant, etc., je ne les connaissais pas de la façon dont on peut les connaître lorsqu'on les approche avec une caméra. Voilà. C'est une expérience. Et si c'est pas une expérience, c'est rien, le cinéma. Voilà, c'est expérimental tout le temps. Mais le montage, c'est un élément capital, parce que c'est une forme, c'est un endroit très fort d'exploration de ce qu'on a filmé. Parce qu'on a beau essayer d'être le plus fin possible au moment où on filme, où on enregistre des images, il n'y a qu'au montage qu'on arrive à essayer de comprendre ce qu'on a fait au filmage. Essayer de comprendre et puis de faire quelque chose avec. Là aussi, c'est expérimental. Je crois que le cinéma, à tous les stades, doit être expérimental. Au stade dans la préparation, dans le filmage, dans le montage. Chaque fois, il y a quelque chose, le cinéma est remis en jeu et il se découvre lui-même. Voilà, en s'éprouvant. On a des images sur une table de montage, on a des séquences, on les rapproche, on met de la distance entre elles, etc. Et il se produit quelque chose. Et voilà. Et ça, c'est formidable parce que c'est une découverte constante. On avait parlé un peu avant, pendant le tournage, on n'a pas échangé un seul mot. On n'a pas un seul mot. Et voilà, juste un seul mot, à un moment donné, je l'ai prié de vouloir bien venir du bout d'un couloir pour prendre l'ascenseur. Bon, c'est le seul moment où je lui ai parlé pendant tout ce tournage. Je ne sentais pas, j'avais rien à lui dire, elle n'avait rien à dire, elle n'a pas grand-chose à dire de toute façon. Et je n'avais rien à lui dire non plus. Voilà, je l'ai filmé dans ses activités. Comme j'aurais filmé une musaraigne. Et Dupont, ça ne serait pas une musaraigne, mais ça serait un autre, c'est quand même un grand animal, Dupont. Et même chose, il n'y a pas besoin de les diriger. Ils sont dirigés déjà par 50 chorégraphes, tous comme ça, donc ils sont dans la vie, qu'ils le veuillent ou non, ils sont dirigés. Et plus par les autres que par eux-mêmes, sans qu'ils le sachent. Forsyth. Ah, mais c'est un chorégraphe, donc c'est un peu différent. C'est un peu différent, chorégraphe et danseur. Et oui, lui c'est un peu différent, parce que c'est un chorégraphe, danseur, qui a une très forte conscience de son métier. C'est ce qui frappe d'abord, ça. Et il est vraiment étonnant, hein. C'est la grande découverte dans la danse de ces dernières années, je crois. Et là, est-ce que vous avez pu échanger avec lui ou ça a toujours été processus ? Ah oui, mais oui, à part que je lui ai proposé une chose au moment du tournage. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, on a les caméras, on a le son, on va essayer on va te filmer. Toi, tu t'intéresses et tu diriges tes danseurs. Quand tu as quelque chose à expliquer, tu l'expliques, on est là, on capte. Ça ne marche jamais, ce genre de choses. J'ai voulu le faire plusieurs fois, avec Moretti, ça n'a pas marché, etc. C'est-à-dire que d'eux-mêmes
les gens filmés prennent la parole et s'expliquent. Et là, je me souviens, le premier plan qu'on a tourné à New York avec Forsyth, c'était un très grand travelling, il y avait, je sais pas, 20 mètres de rail, et on s'approchait de lui qui était en train de diriger ses danseurs et danseuses. Et on s'approchait, la caméra approchait de lui. Lorsque la caméra est arrivée là, il s'est tourné vers la caméra, il a expliqué ce qu'il faisait. Il n'y a pas eu une question. Et pendant tout le film, je ne lui ai pas posé une seule question. C'est de lui-même, il s'est expliqué. Mais c'est le seul avec qui ça a marché. Ah si, après, ou avant, je ne sais plus, il y avait eu Scorsese. On était dans ses bureaux, dans ses installations, tout ça, et lui était enfermé dans son bureau, nous on était à l'extérieur, il y avait sa secrétaire, on filmait la secrétaire, on filmait le chien, comme ça. Puis en fin de journée, il est sorti, comme ça, il nous a vus, et il s'est tourné vers moi, mais il dit, mais tu ne me poses pas de questions? Je lui dis non. Il y a une caméra, il y a du son, si tu as quelque chose à dire, tu t'exprimes. Le lendemain, on tournait dans sa salle de montage, il travaillait avec sa monteuse, et comme toujours chez Scorsese, à chaque plan qu'il fait, ou chaque raccord qu'il fait sur la table de montage, il va réciter tout un pan de l'histoire du cinéma, quoi. Il va dire, ah, c'est comme dans tel film, c'est comme dans tel film. Et à un moment donné, il nous a pris à témoin, il s'est tourné vers nous, il nous a pris à témoin. À partir de ce moment-là, jusqu'au bout, il n'y a pas eu une question. De lui-même, il nous a invités à aller chez ses parents, dans le quartier italien, invités pour dîner, etc., pour qu'on filme ses parents, très bien. Je lui dis, mais je ne pose pas une question, c'est toi qui les fais parler. Et ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu une question non plus. C'est les deux seules fois où ça a marché. Mais Carlson en a fait 2 films. Ce Carlson, il va y avoir un DVD au printemps, je pense, où il va y avoir ces 2 films, plus un bonus de choses de répétition qu'elle faisait avec Portal, d'improvisation. Tous les 2 improvisant, et ça c'est formidable, sur une scène. Alors il y a Portal qui improvise, elle qui improvise la danse. Voilà, ça sera le bonus de ces 2 films. Sinon, c'était... Mais c'est intéressant, la danse. Dans le cas de Carlson, c'est même très particulier, parce qu'on l'avait filmé il y a 25 ans, à Venise, dans un morceau très célèbre qui s'appelle Solo. Elle était seule en scène, elle était la chorégraphe, elle dansait, etc. 25 ans plus tard, elle reprend, c'est-à-dire il y a 2 ans, elle reprend ce solo. Simplement, elle ne peut plus le danser, elle a 25 ans de plus. Et donc, elle se fait remplacer. Mais elle se fait remplacer par un homme. Donc, ça pose des problèmes, un homme qui s'habille en femme, etc. 25 ans après, on a refait un film où on la voit essayer de transmettre à un homme ce qui faisait la beauté, tout ça, de ce fameux solo à Venise il y a 25 ans. Et donc on a 2 films sur le même... Et ça c'est passionnant parce que... Et là aussi on voit bien qu'il n'y a pas de méthode, que j'ai pas de méthode en tout cas, c'est que c'est filmé de façon très différente. Très très différente. Le filmage sur le 2e film, c'est tout en travelling, des choses comme ça, alors que le premier c'est beaucoup plus filmé de façon plus classique, disons. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée dans un mouvement de travelling. Et moi, j'essaie de me servir d'un travelling, même si c'est sur des rails, c'est-à-dire c'est assez drastique, un travelling, hein, la caméra doit avancer comme ça. C'est à l'intérieur de ça d'introduire de l'improvisation, de pouvoir panoramiquer, par exemple, voilà, panoramiquer à gauche, à droite, le travelling, à ce moment-là, n'a plus cette fonction dirigiste qu'elle peut avoir d'habitude dans la plupart des films. Un travelling, c'est fait pour aller d'un point à un autre, ou pour accompagner quelqu'un. Mais là, moi, j'essaie de réintroduire de la liberté dans cette contrainte. Ah oui, ça c'est énervant, ça, cette façon
concevoir le cinéma. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est Rivette qui explique ça dans un film qu'on a fait sur lui. Il explique comment il admirait Godard qui était capable de faire un gros plan. Il dit, moi, je suis incapable de faire un gros plan parce que quand j'ai un visage, j'ai envie de voir le buste. Et puis, à ce moment-là, j'ai envie de voir les bras. Et puis après, j'ai envie de voir le corps. Et en plus, j'ai envie de voir ce corps dans un décor. Et donc, il a tendance toujours à élargir ses plans. Et voilà, parce qu'il ne veut pas dissocier les choses qui fonctionnent. Voilà. Bon, il y a des cinéastes qui prennent un corps et puis qui le morcellent et puis qui le reconstituent au montage. Mais ça, c'est intéressant aussi. Hein, ça, c'est... moi, je ne sais pas à quelle école j'appartiens, mais à aucune, hein, volontairement à aucune en tout cas. Parfois, j'ai envie de faire des plans larges, je trouve ça très beau. Et quelquefois, être très près. Je me rappelle avoir fait une émission qui avait fait hurler. Il y avait eu une pétition après contre moi, parce que c'était pour un magazine. Interviewer des gens qui avaient écrit des livres, je sais plus quoi, sur le cinéma. Et je l'ai filmé, ils ne le savaient pas. La caméra était là, comme ça, mais je filmais pendant qu'ils parlaient, de plans gros comme ça. J'ai mis la bouche, le nez, l'œil. On ne voyait jamais la personne, on ne voyait jamais même un visage entier, comme ça. Donc ils étaient complètement déformés, ils étaient... voilà, c'était assez dur pour eux quand même. Eh bien, il y a eu une pétition comme quoi j'avais outrepassé les droits de la bienséance du filmage, comme s'il y avait une règle. Voilà, après tout, quand on a une caméra, voilà, le type qui est derrière la caméra, il fait ce qu'il veut. Il peut me dire, moi je me souviens avec Michel Morgan, il y avait la caméra, j'avais demandé à ce qu'on fasse ça justement, de l'œil. Et la caméra était à 50 cm, peut-être même pas, de son visage. Et à un moment donné, elle me dit, mais vous me filmez comment? Moi j'étais à côté de la caméra, je lui dis, ça. Alors qu'en réalité, on était comme ça, donc on ment. Voilà, on ment, on se sert de la caméra pour mentir, quoi. On dit, on fait ça et on fait autre chose. Mais bon, c'est pas très glorieux, hein. Il pourrait y avoir, par exemple, si on filme une danseuse, on peut la trouver très excitante, donc ça éveille en vous quelque chose de l'ordre érotique, disons. Et que faire de ça? Alors, ou bien on le gomme, et on travaille comme une machine, comme si on n'avait pas d'affect, ou bien on en tient compte, et à ce moment-là, on essaie d'introduire un tout petit peu une vision un peu subjective, ou bien on va très loin. Et voilà, donc moi je suis souvent pris dans ce genre de choses. On ne filme pas de la même façon quelqu'un qui vous excite et quelqu'un qui ne vous excite pas. Alors que normalement, la bienséance, une fois encore, voudrait qu'on filme de la même façon. Comme si on était, comme si la caméra était une machine, comme s'il n'y avait pas quelqu'un derrière. Non, mais j'ai trouvé, par exemple, dans le film sur Guilhem, il y a des choses assez qui peuvent paraître cruelles, mais qui sont purement documentaires. Quand on monte ses pieds blessés, quand elle enlève toutes ses bandelettes, comme ça, tout ce qu'il y a sous la danse, quand elle s'essouffle en coulisses, des choses comme ça, toute la souffrance qu'il y a derrière tant de beauté. Mais c'est quand même un des aspects du sujet du film, ça, je montre ça. Si je ne montre pas ça, je montre une image de la danse complètement idyllique, complètement fausse. Et si on fait un documentaire, c'est pas pour montrer c'est pour montrer autre chose que ce que le spectateur voit lorsqu'il va à l'opéra. C'est pour essayer de voir derrière, qu'est-ce qu'il y a. Et mais ça m'intéresse. C'est à ce moment-là que la caméra a une fonction un peu cruelle et que je dis que c'est aussi un instrument de chirurgie, oui, c'est vrai.